Après avoir vu la conception des designs et la production virtuelle dans la première vidéo, nous allons maintenant voir le relief et les effets numériques d'Avatar. Tout d'abord, qu'est-ce que le relief ? Cela consiste à apprécier une image dans sa largeur, sa hauteur, mais également dans sa profondeur, en opposition à l'image plate qui ne permet de voir que dans la largeur et la hauteur. L'image plate est ce que l'on appelle une image 2D. C'est en fait ce que l'on voit la majorité du temps sur des écrans. Le relief quant à lui peut aussi s'appeler 3D. Il y a un tiret entre le 3 et le D. Il a été placé là par les journalistes américains dans les années 50 et il me permet dans cette vidéo de le différencier du terme 3D qui concerne l'image de synthèse. Du coup avec le tiret on parle de relief, sans le tiret on parle d'une image entièrement créée par ordinateur. Oralement, pour faire le distinguo entre les deux, on peut dire relief ou 3D relief, mais également stéréoscopie, à l'inverse d'une image monoscopique qui est plate, en 2D. Le relief est notre vision naturelle, nous voyons en 3D toute la journée, et si c'en est ainsi, c'est parce que nous avons deux yeux côte à côte, avec un écart d'environ 6,5 cm pour un adulte, contre 4,5 pour un enfant. Ce décalage nous permet d'avoir non pas un, mais deux points de vue différents. L'écart entre les deux orbites oculaires nous aide à appréhender les distances entre les objets et donc à percevoir la profondeur dans l'espace. Sachez que 10 à 20% de la population ont des problèmes de vue, les empêchant de profiter pleinement du relief dans un film. Si l'être humain a besoin de deux yeux pour voir en 3D, le réalisateur a également besoin de deux caméras pour filmer deux points de vue. Il existe deux rigs possibles, le rig parallèle et le rig miroir. Le rig parallèle consiste à fixer deux caméras côte à côte. Bien sûr, elles doivent être absolument identiques et configurées de la même manière. La particularité de ce rig est que comme pour les yeux, les capteurs des deux caméras sont côte à côte, à la différence qu'ils ne sont pas écartés de 6,5 cm, dû à la taille des deux boîtiers, mais plutôt d'environ 12 à 15 cm, que l'on peut bien sûr augmenter à l'envie. Cet écart s'avère finalement assez important, ce qui rend ce rig particulièrement efficace pour les plans larges et les paysages. Du coup, l'inconvénient est que pour les plans plus serrés, le relief doit être plus subtil pour être justement proportionnel à la distance entre la caméra et le sujet, et donc être plus confortable. C'est là qu'entre en jeu le rig miroir, inventé par James Cameron et Vince Space pour Avatar. Deux caméras sont fixées à 90 degrés l'une de l'autre. Un miroir semi-réfléchissant est placé à 45 degrés dans leur point d'intersection, de manière à superposer les deux vues. La caméra pointant vers l'avant filme à travers le miroir, tandis que celle pointant vers le bas ou vers le haut filme le miroir qui lui renvoie le même point de vue que l'autre mais avec un léger décalage. C'est la caméra verticale qui est utilisée pour faire varier l'écart entre les deux appareils. L'avantage de ce rig est que les deux caméras ne peuvent pas entrer en collision. Par conséquent, l'écart entre les images peut aller de quelques centimètres à quelques millimètres. Idéal pour tous les plans où l'on filme des sujets proches, exigeant un relief subtil et mesuré. L'inconvénient réside principalement dans l'entretien du rig, et notamment du miroir qui évidemment doit être absolument nickel, donc nettoyé avant chaque prise. De plus, les caméras filment à travers le miroir et subissent donc une perte de luminosité et même parfois une dégradation de la colorimétrie. Cela doit être compensé par le réglage de la balance des blancs ou bien par une correction par ordinateur comme on le verra dans la partie 4. Une fois que le plan est filmé en relief, il faut être capable de le voir ainsi. Pour ça, il faut donc un moniteur ou écran ainsi qu'une paire de lunettes. Sachez que les deux sont complémentaires car il en existe deux types. Les écrans avec des lunettes passives et les écrans avec des lunettes actives. Le projectionniste possède deux projecteurs diffusant chacune son image. Commençons par le passif, qui a un écran argenté. La projection peut être en side-by-side ou bien en top-bottom, et fonctionne en affichant en même temps l'image droite et gauche. Les lunettes sont également polarisées, avec chaque œil filtré avec la bonne orientation d'onde de l'image qu'il est censé voir. Ce système est employé en France par la plupart des salles de cinéma projetant en relief, tout simplement parce qu'il est très peu cher étant donné qu'il n'y a pas d'électronique. Il suffit que la salle s'équipe de son écran et que le spectateur achète ses lunettes une fois, qu'il peut réutiliser indéfiniment. Les lunettes 3D que vous possédez et que vous emmenez au cinéma sont donc passives. L'écran actif a la particularité d'afficher successivement l'image droite et l'image gauche. Les lunettes sont en parfaite synchronisation avec le projecteur car les œilletons s'opacifient alternativement d'un côté puis de l'autre. La vitesse d'affichage dépend du taux de rafraîchissement de l'écran. En général, il est à une fréquence de 120 Hz, soit 60 Hz par œil, ce qui fait à peu près une image toutes les 17 millièmes de seconde. Beaucoup de téléviseurs 3D utilisaient cette technologie, mais également beaucoup de salles projetant en IMAX 3D. On vous prête les lunettes au début de la séance et vous les rendez à la fin, car celles-ci sont synchronisées électroniquement avec l'écran. L'autre type de lunettes passives sont les anaglyphes que vous connaissez sûrement.
les fameuses lunettes rouges et bleues, ou plus souvent rouge et cyan, cyan étant le mélange du vert et du bleu. Mais il en existe également en rouge et vert, ou encore vert et magenta, qui est d'ailleurs de meilleure qualité que les précédentes, offrant une vision plus naturelle. Elles ont l'avantage d'être accessibles par tous, que ce soit les lunettes disponibles pour quelques euros, ou bien la facilité de création d'images diffusables sur n'importe quel support. Malheureusement, comme vous le savez, elles sont de loin les lunettes qui dégradent le plus les couleurs, et surtout les plus désagréables à porter. En 1996, James Cameron fait son premier film en relief avec l'attraction Terminator T2 3D pour les studios Universal en Floride. La caméra de l'époque est absolument énorme et clairement peu pratique. Ce sont avec les expéditions qu'il réalise au début des années 2000 que Cameron co-invente avec VinSpace une caméra filmant en relief. VinSpace est initialement spécialisé dans la fabrication de caméras sous-marines. Il a notamment travaillé sur Abyss de Cameron en 89. En 96, il se dirige vers l'étude de caméras numériques aquatiques. Cameron le contacte au début 2000 pour concevoir une caméra filmant en 3D. Les deux hommes se rendent au Japon pour rencontrer les dirigeants de Sony en leur expliquant leur objectif consistant à fabriquer une caméra à relief aussi maniable, légère et pratique qu'une caméra traditionnelle. Elle est utilisée sur les fantômes du Titanic et Aliens of the Deep, ainsi que le film Spy Kid 3D de Robert Rodriguez. Par la suite, des améliorations sont apportées pour changer de nom et devenir la Fusion Camera System. Elle est testée pour la première fois au cinéma pour Voyage au centre de la Terre en 2008 et Destination Finale 4 l'année d'après. La caméra est pour la première fois un rig miroir, consistant comme on l'a vu précédemment à placer deux caméras à angle droit. Les deux caméras sont des Sony HDC f950. Les suites d'Avatar sont actuellement tournées avec une caméra Sony Venice. If you wish to survive, you need to cultivate a strong mental attitude. You got to obey the rules. Pandora rules. Rule number 1. It's nothing like an old school safety brief to put your mind at ease. Le tournage live-action, dans des décors réels, commence le 24 octobre 2007 en Nouvelle-Zélande, dans les studios Stone Street de Peter Jackson où ont été tournés Le Seigneur des Anneaux et King Kong. 140 personnes s'occupent de fabriquer 25 décors. Ce tournage permet de filmer en relief avec la caméra Fusion, mais est également l'occasion de mettre au point une nouvelle caméra, ou plutôt un nouvel outil, qui réunit en quelque sorte la caméra virtuelle et la Fusion. Elle s'appelle la Simulcam, et permet de filmer en 3D tout en intégrant en temps réel les éléments en image de synthèse dans le moniteur vidéo. C'est en fait un compositing basique en temps réel. Sur le plateau de tournage, la caméra Fusion est traquée par des caméras infrarouges au plafond. Les capteurs sur la caméra sont des LED, ils ne reflètent donc pas la lumière vers les caméras mais signalent leur position électroniquement. Cela permet de contourner les problèmes d'interférence qu'il peut y avoir avec l'éclairage sur le plateau. Ce qui veut dire que ce qui a été enregistré préalablement en performance capture est parfaitement intégré dans les plans. C'est ainsi qu'une scène comme le réveil de Jack par exemple, permet au réalisateur de parfaitement synchroniser les acteurs dans le décor avec le personnage virtuel enregistré précédemment. Il peut beaucoup plus facilement composer ses plans sans avoir à imaginer ce qu'il est censé regarder. Cette technologie demande 2 ans de développement par Glenn Derry, le superviseur de la production virtuelle qui a déjà mis au point la caméra virtuelle. You're not used to your avatar body. This is dangerous. This is great. Jake, Come on, they're gonna put you out. Jake, listen to me. Sit down. No, I gotta get out of these leads. God damn it, bring that. Le projet Avatar débute en 2005. Le 30 août, ils testent leur nouveau système de caméra virtuelle et de performance capture, notamment l'ajout du casque, en tournant une scène du film avec 2 acteurs temporaires. ILM s'occupe des effets numériques et présente la scène en février 2006. Le test, supervisé par le grand Dennis Muren, au sens propre comme figuré, dure 37 secondes et prouve que leurs outils fonctionnent, mais que le chemin sera long pour obtenir un rendu photoréaliste. Début 2006, Weta Digital vient de finir King Kong, pour lequel ils viennent de gagner l'Oscar. Leurs travaux révolutionnaires de ces 5 dernières années sur les personnages numériques et les grands environnements virtuels font d'eux le studio le plus à même de concrétiser la vision de James Cameron. Il a donc trouvé ses nouveaux copains, en la personne de Richard Taylor, superviseur des décors et accessoires de Weta Workshop, mais surtout de Joe Letteri, superviseur senior des effets visuels de Weta Digital.
Comme toujours, les deux branches sont complémentaires, l'une fournissant les objets qui seront scannés en 3D pour l'autre. Avatar représente un challenge inédit pour la branche digitale, qui avait jusqu'à maintenant l'habitude d'intégrer leurs effets visuels dans des images réelles. Mais cette fois, ils devront assurer des centaines de plans full CG entièrement en 3D. Avant de commencer à travailler sur les plans et les assets, c'est-à-dire les modèles 3D, il leur faut 1 an pour développer tous leurs nouveaux outils et organiser toutes leurs infrastructures, ce que l'on appelle le pipeline. Nous allons voir dans cette partie tout le pipe de Weta, de la réception des plans jusqu'à la livraison finale. Tout d'abord, le département Modeling reçoit les assets et scènes 3D de l'équipe de la production virtuelle, avec notamment une librairie d'arbres et de plantes 3D qui ont servi pour le tournage. Il remplace ces assets low poly en version high poly, en haute résolution, pour le résultat final. Cela consiste globalement à tout refaire, pour obtenir une banque d'à peu près 483 modèles héros, c'est-à-dire que l'on voit de près et sont importants. Sinon, il y a en tout plus de 2500 plantes différentes à créer pour le film. Concernant les créatures et personnages, ils reçoivent les assets 3D du studio Legacy Effect, qui s'est occupé de leur conception. Ces modèles sont pour certains issus des sculptures à l'argile, scannés puis retouchés dans le logiciel ZBrush. Le département modeling modélise dans Maya ou alors sculpte dans Mudbox, qu'ils ont développé pour King Kong, et fait concurrence directe à ZBrush, bien qu'à Weta ils utilisent encore aujourd'hui les deux. Le département Layout reçoit les plans de la production virtuelle. De ces images, ils reçoivent également les fichiers des scènes 3D. Leur rôle est de préparer et mettre en place chaque scène et chaque plan avec des modèles basse définition. Ils ont même un outil pour générer de la végétation en peignant sur des surfaces. La caméra en revanche ne change pas puisqu'elle a déjà été faite et validée. En fait, lors de la production virtuelle, l'environnement est mis en place pour chaque scène mais reste assez brouillon et permet avant tout de donner une idée globale. Le layout est le fait de transformer cet environnement pour qu'il soit complet, concret et réaliste dans son agencement, en mettant tous les éléments au bon endroit à la bonne taille, fournissant alors des scènes 3D beaucoup plus précises et surtout définitives. L'idée du layout est d'avoir tous les plans en low poly. Il suffira après de remplacer tous les assets 3D low poly en leur version haute définition pour avoir le résultat final. Mais avant de passer à l'animation, il faut leur fabriquer un rig, c'est-à-dire un squelette, et des muscles, que l'on pourra manipuler et animer à l'aide de contrôleurs. Le rig est construit sur le système FACS, conçu en 1978 par les psychologues Paul Ekman et Wallace Friesen. Déjà utilisé sur Le Seigneur des Anneaux avec Gollum et King Kong, cela consiste à catégoriser des expressions faciales en fonction des groupes de muscles. Un mouvement, comme par exemple élever le sourcil droit, représente une unité d'action qui agit sur un muscle. Le fait de combiner différentes unités amène à la création d'une émotion. Par exemple, lorsque l'on est content, on soulève les joues et étire le coin des lèvres. On sourit. Lorsque l'on est en colère, on baisse et rapproche les sourcils, on étire le muscle orbiculaire des yeux et on referme les lèvres. Chaque unité d'action est représentée par un numéro, qui crée une émotion une fois ces numéros combinés. Dans le cas des personnages virtuels, en l'occurrence les Na'vi, interprétés par des acteurs, leur visage est individuellement scanné dans un light stage avec des dizaines d'appareils photo capturant une soixantaine d'expressions faciales. Ces expressions sont ensuite modélisées sur l'avatar de l'acteur. Chaque micro-expression devient un modèle 3D à part entière, que l'on appelle une blend shape. Une fois le rig fabriqué à partir des blend shapes, il faut maintenant comprendre comment se servir du rig et de la performance capture pour l'animation. Pour la captation du visage des acteurs pendant le tournage dans le volume, ils ont développé le système Facet, qui permet de se servir de la caméra sur leur casque pour traquer leurs marqueurs. Le système demande beaucoup de travail pour être capable d'enregistrer les mouvements correctement et de les retranscrire avec le plus de fidélité possible sur les modèles 3D. Cependant, de manière générale, les données recueillies sont très souvent relativement basiques. Il faut se rendre à l'évidence que toutes les nuances de jeu des acteurs sont rajoutées par les animateurs en keyframe. Les layout artistes envoient les données de performance capture au motion editor. Ils s'occupent d'appliquer la capture sur les personnages haute résolution. Mais leur travail ne s'arrête pas là puisqu'ils doivent surtout corriger tous les bugs de captation. Comme une jambe qui fout le camp, des pieds qui ne touchent pas le sol, des bras qui rentrent dans le corps, tout un tas de bugs qu'il faut cleaner avant de l'envoyer aux animateurs. En termes d'animation, ça donne ça. D'abord la performance capture prend possession d'un premier rig, l'animateur doit alors se servir du deuxième rig, similaire, avec à sa disposition des contrôleurs pour chaque muscle. Lorsqu'il les bouge, le visage fait un morphing vers une blend shape, c'est-à-dire le modèle 3D de l'expression concernée. Soit l'animateur utilise les données de capture, le premier rig, pour les amplifier ou les améliorer avec l'animation des blend shapes, le deuxième rig, soit il oublie complètement la capture et réanime tout lui-même avec le deuxième rig, les blend shapes. Dans les deux cas, chaque animateur a accès aux prises des caméras de référence utilisées sur le tournage.
Comme je l'ai dit dans la deuxième partie, ces caméras sont essentielles car elles constituent la meilleure référence pour les animateurs. C'est sur ces images qu'ils se basent pour s'assurer que l'animation du visage correspond au travail de l'acteur. Les animateurs doivent également animer les yeux, les oreilles, la queue, les doigts et les orteils. Le plus gros défi en termes d'animation est la scène où Jack parle à Neytiri de la mission qu'il a amenée ici. Toutes les nuances de jeu des acteurs doivent être respectées et parfaitement retransmises vers leur personnage. Il faut tout autant saluer la performance des acteurs que celle des animateurs, qui ont réussi à retranscrire toutes les nuances de jeu sur les personnages avec un travail d'adaptation. Concernant les créatures, le challenge est de leur créer un cycle de marche à 6 pattes. En tout, il y a 45 animateurs sur le film, sans compter les motion editors. Ensuite, une fois les personnages et créatures animés, on passe au département créatures FX, consistant à ajouter toute la dynamique des personnages, c'est-à-dire les simulations des muscles, de la peau, des vêtements, des poils et des cheveux. Dans ce domaine, la grosse innovation concerne les simulations de muscles, de gras et de peau, à travers leur nouveau système nommé Tissu, développé à l'intérieur de Maya. Cela consiste à ce que les différentes couches que je viens de citer sont non seulement créées pour chaque personnage, mais possèdent une simulation de collision et d'étirement physiquement réaliste. Auparavant, la peau était attachée au squelette par différents points, avec une simulation par-dessus pour ajouter de la dynamique, liée à la gravité. Cette fois, Tissu permet d'attacher les muscles au squelette, qui se simule et entraîne avec lui la couche de gras, qui à son tour entraîne la peau. Cela donne une triple simulation, apportant des déformations sur le personnage d'un réalisme inédit. Et qui est aujourd'hui un standard dans tous les grands studios, en tout cas pour les personnages et créatures importantes. Les autres FX, notamment les simulations de destruction, de conditions atmosphériques ou de feu, sont faits dans Maya. Par contre, les simulations d'eau sont réalisées dans le logiciel Naiad, développé par Exotic Matter pendant la réalisation d'Avatar, et permet un meilleur contrôle et plus de richesse dans les simulations. Il a par la suite été racheté par Autodesk et est tombé dans l'oubli. Le logiciel Massive, développé sur le Seigneur des Anneaux, est de nouveau utilisé pour peupler les scènes de bataille, aussi bien les navis, les militaires, que certaines créatures comme les Banshees contre les hélicoptères. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur King Kong, j'avais parlé d'un outil qu'ils avaient créé, Building Bot, consistant à générer automatiquement et intelligemment toute la ville de New York, à partir d'une banque d'assets. L'idée est reprise, mais cette fois pour générer des forêts. Pour distribuer intelligemment la flore de Pandora, le logiciel met d'abord un arbre, puis place les autres ainsi que les plantes à différentes tailles, en fonction de la quantité de lumière qu'ils reçoivent. En clair, plus un arbre ou une plante reçoit de la lumière du soleil, plus il est grand. Les grands arbres génèrent des ombres, ce qui fait diminuer la quantité de lumière que les assets suivants peuvent recevoir. Les arbres et les plantes sont alors de plus en plus petits. Ce qui veut dire que la distribution est bien sûr aléatoire, mais permet d'avoir une certaine logique interne dans la génération de l'environnement. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Une fois les assets 3D finalisés, vient l'étape du texturing. Sur King Kong, il peignait les textures de l'animal dans le logiciel Alias avec l'outil Pen 3D, qui commençait à cette époque à sérieusement montrer ses limites. Il développe alors un nouveau logiciel, Mari, permettant de texturer à des résolutions très élevées beaucoup plus aisément, tout en mieux gérant les dizaines de patchs de textures que l'on peut réaliser sur un modèle. On compte 68 créatures déclinées en textures à partir de 23 modèles. Le Banshee, par exemple, est un seul asset, mais avec 26 variations de textures, pour en créer plusieurs. Pour que les navis soient les plus réalistes possibles, on doit percevoir leurs pores de peau, rides et imperfections de visage. Plusieurs personnes chez Weta se portent volontaires pour faire un moule de leur visage afin d'en obtenir tous les détails pour qu'ils soient scannés, puis utilisés comme texture pour créer le volume des pores de peau des navis. Ce genre de texture, qui est du displacement, consistant à recréer du volume sur un modèle en se servant d'une texture, est accessible facilement pour créer des personnages photoréalistes.
Il y a en tout 54 texture artistes sur le film. Une fois les textures faites, vient l'étape du shading, qui définit la matière de la texture, et forme du coup avec le texturing la grande étape du look development. Concernant les navis, ils sont humanoïdes. Ils possèdent alors un shader avec du subsurface scattering, le SSS, permettant d'interpréter la texture comme une peau humaine avec la lumière traversant la matière pour révéler le flux sanguin. Le SSS a été développé pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui a représenté un gigantesque bond en avant dans la création de personnages de synthèse. Étant donné que ce shader est aujourd'hui indispensable dans la représentation d'une peau en 3D, ou n'importe quel élément translucide. Au même moment, le département lighting s'occupe d'éclairer les scènes. Les meilleures couleurs pour faire ressortir la peau bleue des navis est le blanc et le vert, car la lumière du soleil sur un visage humain donne une teinte allant du blanc pour le soleil jusqu'au bleu pour les zones d'ombre, ce qui ne fonctionne pas pour un navi. La couleur verte est donc quasiment toujours privilégiée pour les rebonds de lumière, d'autant que ça se justifie avec la forêt aux alentours. Pour gérer l'éclairage, ils mettent au point un nouveau système nommé Spherical Harmonics. Ce qui nous amène au rendu des images. Weta avait pour habitude de rendre en CPU, c'est-à-dire en utilisant la puissance du processeur de l'ordinateur. Mais la taille phénoménale des environnements qu'ils doivent gérer pour Avatar les pousse à développer un nouveau moteur de rendu, en partenariat avec Nvidia, nommé Pantare. Ce moteur ne rend pas en CPU, mais pour la première fois en GPU, c'est-à-dire qu'il utilise la puissance de la carte graphique de l'ordinateur. Pantare est en réalité utilisé pour le Spherical Harmonics, leur nouvelle technique d'éclairage. Cela consiste à mettre en cache l'éclairage d'une scène, c'est-à-dire à la précalculer. L'artiste éclaire sa scène, et les données d'éclairage se sauvegardent dans les données des objets. Auparavant, dans les rendus de Weta, l'éclairage se calculait à l'étape finale, logiquement par rapport à la caméra. Mais avec le Spherical Harmonics, les deux éléments sont totalement déconnectés. Les rayons de lumière sont stockés dans les objets et ne se calculent plus en fonction de la caméra. Une fois que Pantare précalcule les scènes avec l'éclairage, le rendu des images finales se fait comme toujours avec le moteur RenderMan. Le passage du CPU vers le GPU, le fait que RenderMan rende une image avec un éclairage précalculé, donne un rendu 25 fois plus rapide. On passe alors de 16 heures l'image dans les premiers tests à seulement quelques heures grâce à Pantare. Cela accélère les rendus, mais permet aussi de beaucoup plus rapidement faire plusieurs versions d'éclairage d'un même plan, car comme les paramètres de toutes les lumières sont enregistrés, on peut facilement changer leur couleur ou leur intensité sans perdre de temps. Autant dire qu'Avatar n'aurait jamais pu se faire sans Pantare. Enfin, la dernière étape, le compositing, se fait sur le logiciel Shake. Et voilà l'arrivée du Deep Compositing, consistant à stocker dans les rendus 3D les informations de position et de profondeur de toutes les différentes passes, pour plus facilement les manipuler juste en se servant de leur profondeur dans l'image. Nuke est notamment utilisé pour le traitement du relief. À l'intérieur, il développe le plugin Ocula pour gérer la stéréoscopie des images filmées avec la caméra Fusion. L'outil permet de corriger les disparités et différences de couleur ou de position entre l'image de l'œil droit et de l'œil gauche, notamment générées par le miroir du rig de la caméra Fusion. Les deux images sont à la fin réunies pour avoir le plan en relief. Il est intéressant de noter que la scène du réveil de Jack est celle choisie pour mettre en pratique tous leurs nouveaux outils, notamment pour l'éclairage, ainsi que les textures et la peau des navis. Pour récapituler, on peut dire qu'on commence par le modeling des assets, le layout pour mettre en place de manière effective tous les plans, le rig qui permet d'animer les personnages, puis leur animation, sans oublier les motion editors qui corrigent les captations, vient les simulations physiques des personnages, avec les muscles, le gras et la peau, sans oublier les poils, les cheveux et les vêtements, et bien sûr les FX tels que les explosions, l'eau, le feu ou les conditions atmosphériques diverses. Les assets 3D ont des textures et des shaders, avec notamment des paramètres pour le SSS, la translucence de la peau. Les scènes sont éclairées en Spherical Harmonics, puis le tout est rendu dans le moteur RenderMan, avec un éclairage précalculé. Les différentes passes 3D sont composées dans Shake ou Nuke, avec à la toute fin le traitement du relief sur les images filmées avec le plugin Ocula dans Nuke. Toutes les étapes 3D sont faites dans Maya, hormis les textures dans Mari et les simulations d'eau dans Naiad. J'ai bien dit Maya, mais avec une quantité énorme de plugins maison. Durant la fabrication d'Avatar, la Render Farm, qui est le lieu où se calculent toutes les images, a 34 étagères sur lesquelles sont disposées 32 machines. Il y a en tout 40 000 processeurs et 104 Tera de RAM. À peu près 8 Go d'images sont calculées par seconde. L'espace de stockage du projet représente au total à peu près 1 pétabit, ce qui correspond à 1000 Tera ou encore 1 million de gigas. La première scène reçue par Weta, la 53, est celle où Neytiri découvre Jack et s'apprête à le tuer. Ils la reçoivent en février 2007 et la terminent en mai 2008.
Plus d'1 an pour faire les 12 plans de cette séquence s'explique par le fait qu'ils ont mis tout ce temps pour mettre en place tous leurs nouveaux jouets, en essayant d'en obtenir le meilleur résultat possible. C'est à ce moment qu'ils ont enfin eu la preuve que visuellement le film allait fonctionner. Une fois que les difficultés liées au personnage et à l'environnement étaient maîtrisées, la livraison des plans s'est accélérée de manière exponentielle, passant de 12 plans en 1 an jusqu'à quasiment 200 par semaine dans la dernière ligne droite. Weta s'occupe en tout de plus de 1800 plans, avec dans les 6 derniers mois plus de 900 artistes sur le film. Cependant, ils n'ont pas réalisé l'intégralité des plans. À la base ils devaient, mais fin 2008, à 1 an de la sortie, lorsque Cameron rajoute 45 minutes de film, Weta lui annonce qu'ils n'ont pas les capacités humaines d'assurer tous les plans. Ils doivent donc trouver une solution de secours. Au printemps 2009, la production prend la décision de faire appel à davantage de studios, à la condition qu'aucun d'entre eux travailleront sur les navis, réservés à Weta. 600 plans des 2500 sont alors redistribués à 11 studios. ILM rejoint la bataille 6 mois avant la sortie, sous la supervision de John Knoll, superviseur historique du studio sur la prélogie Star Wars et les Pirates des Caraïbes, entre autres, mais également le co-créateur de Photoshop avec son frère. ILM fait à peu près 250 plans, et se charge principalement des véhicules du film, notamment l'animation des vaisseaux et hélicoptères lors de la bataille finale. Les véhicules sont déjà modélisés et texturés par Weta, hormis le dragon de Quaritch qui a un modèle mais pas de texture. Ils développent de nouveaux outils pour améliorer leurs explosions, surtout dans la capacité à les gérer et à les designer. Ils font également les montagnes flottantes lorsqu'on les voit la première fois, à partir des modèles de Weta qu'ils doivent texturer. Sans oublier le tout premier plan du film qui survole la forêt de Pandora. ILM doit alors fournir des plans avec un niveau de réalisme équivalent à ceux de Weta, mais avec leurs propres outils, ce qui n'est clairement pas évident vu les quelques mois qu'il leur reste. Framestore s'occupe de 70 plans de l'environnement du Hell's Gate, avec de l'animation de personnages, de foules et de véhicules. Blur fait les plans dans l'espace. Hydraulics réalise des extensions de décors pour le crématorium et l'espace cryogénique. Avec de l'animation de personnages et simulation de vêtements pour la faible gravité. Hybrid se charge de 114 plans pour étendre les salles de liaison et faire des interfaces. Le français Buff réalise les tunnels de connexion aux avatars, que l'on voit 4 fois dans le film. Ils font également toute la séquence sur Terre présente dans la version longue. Une petite pensée pour le graphiste qui a détouré image par image chaque piéton de ce plan pour créer une interaction avec les hologrammes environnants, tout en gérant le fait qu'il y a 2 images pour le relief. Prime Focus fait 180 plans pour des hologrammes et écrans de contrôle. SpyPost s'occupe d'interfaces graphiques, tout comme Pixel Liberation avec 200 plans sur les véhicules. Enfin, Lola VFX et Look Effect ont participé à quelques plans de retouches et cosmétiques.
Au final, sur les 2600 plans du film, seulement 110 ne sont pas truqués, il y a 1h53 de VFX, et les tout derniers plans, y compris ceux de Weta, sont livrés le 6 novembre 2009. Avatar sort en salle le 16 décembre en Europe et totalise presque 15 millions d'entrées en France, 760 millions de recettes sur le sol américain et quasiment 2,8 milliards de recettes mondiales, pour un budget avoisinant les 400 millions, ce qui en fait évidemment le plus gros succès de l'histoire sans compter l'inflation. Lors de la cérémonie des Oscars le 7 mars 2010, il est nommé 9 fois et repart avec seulement 3 récompenses, dont bien sûr les meilleurs effets visuels. Fallait surtout pas tomber la même année qu'Avatar pour cette catégorie. Avatar a nécessité 4 ans et demi de travail et a non seulement révolutionné l'industrie des effets visuels, mais également présenté une nouvelle manière de faire des films. La performance capture a commencé à se populariser auprès du grand public pour devenir omniprésente aujourd'hui. Le film a relancé la mode du relief après les vagues des années 20, 50 et 80, pour le meilleur et pour le pire. Il a permis à Weta Digital de complètement revoir son pipeline et ses méthodes de fabrication, afin d'être capable de s'adapter à des productions entièrement virtuelles. A commencer par Facet, capable de traquer les expressions des acteurs désormais à partir d'un casque, pour lequel ils reçoivent un Oscar technique en 2017. Ils gagnent également un Oscar en 2013 pour Tissu, qui apporte une nouvelle façon beaucoup plus réaliste de simuler les muscles, le gras et la peau, avec une triple simulation. Et encore un autre Oscar en 2014 pour le Deep Compositing. Leur logiciel de texturing, Mari, est aujourd'hui le plus répandu du marché, même s'il commence à se faire concurrencer par Substance. L'outil de simulation d'eau, Naiad, n'a pas fait long feu, mais son approche procédurale et nodale est un préambule à Houdini, qui existe tout de même depuis 1986, mais est devenu polyvalent et surtout incontournable dans quasiment tous les studios du monde depuis quelques années, y compris chez Weta, qui possède tout de même un outil de simulation interne nommé Synapse. Le générateur de forêt sur Pandora se retrouve maintenant avec une version beaucoup plus achevée dans Totara, un nouvel outil qui a permis dans le dernier volet de la planète des singes de générer les forêts que l'on voit notamment à la fin. Le système est évidemment encore plus évolué que pour Avatar, puisqu'il fait littéralement pousser les arbres en lançant une simulation d'à peu près une centaine d'années virtuelles. Cela donne une répartition et un design incroyablement cohérents, qui servira sans nul doute sur les suites d'Avatar. Pour citer le réalisateur Christophe Gans, Titanic représentait en quelque sorte le dernier grand film du XXe siècle, étant le digne héritier d'Autant n'emporte le vent, embrassant des thématiques sociales sur la lutte des classes à travers un langage visuel lyrique et spectaculaire. Avatar, quant à lui, annonce le cinéma du XXIe siècle. Il récupère tous les codes du western, de la science-fiction, du fantastique et de l'histoire d'amour pour les transcender de manière totalement originale. L'incroyable capacité de Cameron à rendre ses récits universels, bourrés d'archétypes mythologiques, explique l'engouement extraordinairement anormal que provoquent ces films, en attirant même les spectateurs qui ne vont jamais au cinéma. Les suites d'Avatar seront l'occasion pour Cameron de nous faire à nouveau redécouvrir ce qu'est le vrai blockbuster populaire, de nous rappeler que l'intérêt du cinéma de genre réside dans son symbolisme et la métaphore de ses visuels, et non dans une bouillie numérique qui ne veut rien dire. Mais également de nous proposer des expériences inédites, à commencer par des films a priori en 48 images par seconde, comme Le Hobbit, mais surtout avec la 3D sans lunettes, ce que l'on appelle de l'autostéréoscopie. À l'heure où cette vidéo est mise en ligne, le tournage d'Avatar 2 et 3 est terminé. La principale innovation au niveau de la performance capture est qu'elle est désormais capable d'enregistrer sous l'eau. Cela veut dire qu'ils ont réussi à contourner les problèmes de perception des points dans l'eau que les caméras filment depuis l'extérieur. La solution leur a demandé 1 an et demi de recherche. Tous les acteurs ont appris à retenir leur respiration sous l'eau pendant plusieurs minutes, tout en jouant naturellement. De plus, ils n'ont désormais plus une, mais 2 caméras sur leur casque, afin d'être plus précis. Les films de James Cameron ont des histoires simples, mais certainement pas simplistes. Les technologies qu'il invente au fur et à mesure lui permettent d'étendre le langage du cinéma pour raconter son histoire, et offrir des images jamais vues auparavant. Se servir de l'inconscient collectif, des visions du passé, pour les transcender avec des outils originaux et annoncer l'avenir. Telle est la philosophie du cinéma de James Cameron, et on en a plus que jamais besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En tout cas, maintenant je vous propose de revoir le film avec tout ça en tête, et je vous dis à la prochaine pour le top 10 2018.